Bonsoir, mesdames et messieurs. Si vous pourriez maintenant prendre place, ce serait bien. Nous allons commencer. Just on that. Well, it was on that blue coach. Yeah. Do it. Alrighty. Good evening, everybody, and welcome. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue. C'est un grand plaisir de vous voir tous ici ce soir. Je voudrais aussi vous informer que nous avons plusieurs participants en ligne avec nous. Bienvenue à eux. Alors, au nom de l'Association canadienne pour l'équité en santé des femmes, bienvenue à ces conversations vitales. Je voudrais reconnaître le territoire sur lequel nous vivons et travaillons. J'ai le plaisir de partager une courte vidéo partageant des voix issues de partout au pays pour honorer les territoires et communautés où nous travaillons et où nous nous rassemblons. Nous voulions rendre un hommage spécial ce soir, étant donné que nous travaillons dans le domaine de la santé et que nous avons beaucoup de dirigeants et d'infirmiers et de professionnels cliniques à travers le pays. Donc, nous voulions entendre leur voix. As Co-Salish matriarch and elder, I wish to share a very, very warm welcome. We are standing here in the totem poles in Stanley Park, in the heartland of the Musqueam, the Squamish, and the Tsleil-Waututh nations, and we share a very warm welcome to each and every one of you across this nation they call Canada. Kasanahoe Skydeer Yujats, Kanawage Nidiwagana, Wagatahuni Niwagitaroda. So greetings everyone, my name is Kasanahoe Skydeer. Wolf Clan, coming from Ganawage, Ganyagahaga territory. We're located just outside of Montreal. We recognize Montreal Tiohtià:ke as being our traditional unceded territory, the gathering place of many nations. Sego Zewagwego, Gawananola Yungyats, Anardaga, Akwizaslona, Dewisni. My name is Precious Words, and I come from the land where the partridge drums. My clan is a family of the snipe, and I'd like to just ask everyone to reflect upon the land that they come from. Tanse, Tibitha Stonechild Nitsigasun, Egwa Nehel Esquire Paipuad. Hi, my name is Tabitha Kimball. I'm a registered member of the Piapot First Nation, which is located in the traditional territories of Treaty 4. We are gathered today on Treaty 6 territory and the homeland of the Métis Nation of Alberta, Region 4. These are the traditional lands of the Cree, Saulteaux, Blackfoot, Nakota Sioux, and Métis peoples, and a place where many other nations and Inuit peoples have also made their homes. My name is Debbie Eisen. I work at the Mi'kmaq Native Friendship Center in Kjipuktuk, Halifax. Kjipuktuk is the territory of the Mi'kmaq people. In 1725, the Mi'kmaq signed treaties of peace and friendship with the settlers and the Mi'kmaq that said no land was surrendered, but the Mi'kmaq would help the settlers become accustomed to the land. A land acknowledgement is a reflection of the individual, a reflection of your heart and your mind, a reflection of your spirit and that place that you come from, the clay and the earth that you're made from. The land is not just the ground beneath our feet. It's a source of health and well-being.
Our physical, emotional, spiritual, and community wellness is inseparable from the health of the land, the water, and all our relations. When the land is cared for, people and communities thrive. When it's harmed, so too is our collective health. Because of that, a land acknowledgement cannot be a routine opening line. When spoken only out of obligation, it risks becoming symbolic rather than meaningful. Its purpose is to remind us of our shared responsibilities, to honor the original caretakers, to uphold treaty rights, and to act through our research, our programs, and our daily decisions in ways that sustain the land and the people. We have an attitude of gratitude for all of the elements of creation. Everything that we need for us to sustain ourselves, to take care of ourselves, the medicines, everything grows here in the natural world. So it's important for us to be mindful of that, to give thanks. Understanding what the Mother Earth provides us is very important for us because without her providing us with sustainability by medicines, by being able to grow vegetables, by providing the water for us to sustain ourselves, we wouldn't be where we are today. First Nations, Inuit, and Métis people are rooted in relationships with each other and to the land. And so we acknowledge the land that we come from and those sacred beings that existed on the land in great civilizations before our arrival. As we advance our work in women's and children's health, may we carry these responsibilities with us to honor the lands we stand upon, to walk with Indigenous peoples as partners, and to ensure that our efforts contribute to a future of equity, respect, and collective well-being. Thank you to all the beautiful people who work right across the nation, lifts up and amplifies the voices of women right across the nation in such a good and respectful way. And we want to share honor and thanks to each and every one who commits to this. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo plus inspirante et que vous avez préféré le voir, l'entendre, que de lire les mots. Et la première fois que j'ai vu cette vidéo, ça emmenait vraiment des larmes à mes yeux. Et vraiment, c'est un hommage au territoire sur lequel nous travaillons. Donc, merci. Avant d'entrer dans les conversations, j'aimerais partager un petit vidéo avec vous quant au collectif et de cette alliance et du travail que l'on fait pour pouvoir générer de la croissance dans ce mouvement et pour faire avancer la recherche sur les femmes au Canada. Mais non seulement la recherche, mais aussi enrichir notre plaidoyer et aussi aller apporter plus d'équité dans notre système, à savoir que tout ceci est nécessaire pour faire avancer notre cause. Et donc, nous allons regarder cette vidéo et ensuite en discuter. And yet, the picture of our health remains incomplete. For too long, women have not felt heard or received the care they deserve. With our members and partners across Canada, we're working to positively change the course of women's health forever. Women's Health Collective Canada is the first and only initiative of its kind to build a national movement for women's health. There are many conditions that women face that can take multiple years for a diagnosis. Investment in women's health research is one of the answers. Tackling gaps in sex and gender-based health research requires systemic change at every level. So the bottom line is we need a complete disruption in the medical system and in the scientific system in order to accommodate, prioritize, and support women's health and research. When we prioritize women's health, we see improvements not only for individuals, but for families and entire communities. By investing in the Women's Health Collective Canada, you're really investing in taking this research to the next level. My research program focuses in the areas of menopause, reproductive health, and osteoporosis. My research is largely focused on improving sexual health. My research focuses on promoting health and well-being with age. My research is focused on inequalities in cancer screening. Our research is focused on how endometriosis causes pain. A major component of my work today is focused on how we can strengthen the health system response to violence against women.
we've been able to see the impact of our research on the daily lives of women in Canada and globally. Since it was founded, our collective and our movement have grown. Today, WHCC brings resources, fundraising, and some of the brightest minds in science and healthcare together to address the gaps in women's health. I hope that research will translate into explanations that will help women not only cope with their symptoms, but can lead to early detection, early intervention, better diagnosis, possibly even prevention. It's time to end health inequity and make women's health visible. Join our movement. Join our movement. Rejoignez notre mouvement pour un avenir plus sain pour toutes les femmes. Join our movement to create a healthier future for all women. Fund the facts, join the movement. Merci beaucoup. Et maintenant, officiellement, je vous invite à ces discussions vitales. Ce sont nos troisième séries et je crois que ce serait vraiment la plus importante, où on parle vraiment de santé et d'équité. Ce soir, nous allons explorer les opportunités les plus importantes auxquelles notre pays fait face, qui sont évidemment très importantes à notre économie. 52% de la population au Canada représente les femmes, représentons 47% de la force de travail, force de labeur, et nous représentons évidemment un bon pourcentage de cette économie. Ce sont des faits percutants, mais nonobstant tout ceci, la santé des femmes est sous-financée et trop souvent mise de côté. La réalité est très simple. Sans femmes saines, le Canada ne peut pas atteindre son plein potentiel et ne peut atteindre son plein potentiel économique. Et nous ne pouvons pas devenir une des meilleures nations. La santé des femmes n'est pas seulement un enjeu de santé, c'est aussi un enjeu de travail, de productivité, de leadership et d'impératifs économiques. C'est la raison pour laquelle les discussions d'aujourd'hui sont des plus importantes. Nous avons une opportunité qui nous permet d'examiner le fait qu'investir dans la santé des femmes puisse bonifier nos économies, nos communautés, notre prospérité, non seulement pour notre pays, mais pour le monde. Vital Talks a été créé afin de créer un espace pour générer des discussions telles que celle-ci, des conversations qui sont axées sur les preuves, informées par les expériences vécues et axées sur l'action. À savoir que nos buts sont d'apporter des informations crédibles et d'apporter des voix influentielles afin de faire un progrès crédible et pertinent à travers le Canada. Je voulais aussi reconnaître l'importance des partenariats dans les discussions et dans l'établissement de ces discussions. La recherche, la philanthropie et le secteur des OBNL s'est rassemblés afin de générer ce changement. J'aimerais remercier nos commanditaires et nos partenaires pour ce soir, les laboratoires Vichy, Organon Canada et Whole Logic Canada. Également, nos partenaires Shoppers Foundation pour la santé des femmes et Sun Life. Parlons de partenariat. Nous sommes emballés d'être accompagnés par une de nos collaboratrices dans ce cadre de travail qui nous aide à recadrer la santé des femmes et qui met lumière sur le fait que c'est non seulement un enjeu de santé, mais c'est un enjeu d'économie et d'opportunité. Plus tôt cette année, nous avons fait partenariat avec McKinsey et leur Institut de santé pour établir un programme de santé afin d'étayer les disparités. Nous avons établi le prix des actions, nous avons établi les opportunités qui existent quant à la priorisation de la santé des femmes et de manière plus importante, nous avons listé les étapes que nous devrions prendre pour arriver à nos fins. Ce soir, je suis heureuse d'accueillir Mme Gracco qui va partager ce plan d'action avec nous. Elle est leader dans les pratiques transformationnelles. Elle apporte une expérience chevronnée dans la santé et dans les industries. Elle était la présidente et la directrice de gestion de Johnson & Johnson et elle est reconnue dans son secteur pour les transformations qu'elle a menées et pour l'efficacité qu'elle a exhibée. Accueillez-moi, en applaudissant notre panéliste, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Amy. Et merci à tout le monde. Vraiment, c'est un plaisir de voir tellement de visages souriants ce soir au nom des
Bonjour, Amy, j'ai juste de vous voir, je suis désolée. Avi, je viens juste de remarquer, Avi, et puis elle vient de me remarquer, je suis en train de l'humilier dans la cour, dans la salle. Au nom de McKinsey Canada, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici pour les discussions de ce soir. L'inspiration de ce soir a été tirée de point de vue du point de vue que nous avons quant au fait que les femmes représentent une grande opportunité économique. Maintenant, je vous pose la question, si on vous donnait une opportunité pendant une semaine de plus, une semaine de santé, de bonne santé, où vous vous sentez à votre meilleur, où vous sentez que vous pouvez tout faire, où vous opérez à plein potentiel, que feriez-vous avec ce temps alloué? Une semaine. Alors, je vois des yeux qui s'allument, mais bon, une semaine pourrait être très excitant, non? Alors, si on prend un pas de recul et que nous regardons cette opportunité et qu'on ouvrait les choses, qu'on étendait les choses pour le pays, qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment ça se traduirait si on donnait aux femmes canadiennes l'opportunité de vivre une semaine additionnelle de santé à chaque année? Qu'est-ce que ça créerait pour nous? Il y a 21 millions de femmes au Canada. Une semaine pour chacune d'entre elles, âgées entre 0 et 110. Apparemment, l'être le plus âgé à Montréal a 110 ans et elle vit en Ontario. Même si j'admets que je suis assez méfiante quant à nos capacités de longue vie, mais bon, elle vit, elle est en Ontario. Si nous avions une semaine de plus de santé, nous permettant de créer quelque chose pour le pays, qu'est-ce qu'on ferait? Et voilà ce dont on va parler. Dans les prochaines 10 à 15 minutes, nous allons partager certains faits, des faits issus de données probantes, et ensuite, nous allons aussi donner des faits plus précis quant aux femmes. Voici les numéros, plutôt les chiffres, pardon. Merci beaucoup. En moyenne, les femmes vivent, la personne moyenne vivra 4 263 semaines. Ça semble peut-être beaucoup, hein, quand on disait, quand je disais à mes enfants quand ils étaient jeunes, par rapport aux légumes, beaucoup, c'est pas assez, mais pas assez, c'est beaucoup. Alors, vous les mangez. Alors, voyons ici, pour nous, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes? Hein, les femmes vivent 4 377 semaines et malheureusement, les hommes vivent 4 148 semaines en général. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes et donc certaines personnes diraient elles vivent plus longtemps parce qu'elles sont plus en santé. Or, si nous allons un peu plus loin, est-ce qu'il y a des gens de ma fille? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu matheux ici, qui sont un peu des finances? Il n'y a aucune honte à avoir à être un peu matheux, à aimer les mathématiques. La différence entre les hommes et les femmes est d'environ 5 Alors, pour ceux qui sont matheux, on parle de 5 Les femmes vivent plus longtemps parce que elles vivent. Elles passent 24 de plus. Elles sont 24 de plus à vivre avec des handicaps, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas à leur meilleur. Alors, cette différence de 5 se traduit en 24 de plus de femmes qui vivent avec des handicaps, à l'instar des hommes. Lorsque nous avons été au Forum économique mondial et que nous avons créé un cercle de recherche pour les femmes, nous avons trouvé que moins de 5 des disparités étaient dues aux enjeux liés aux femmes. Si je peux l'exprimer ainsi, les gens disent, la reproduction sexuelle, la santé sexuelle, tout ceci sont des sujets qui sont liés aux femmes. Mais en fait, c'est très faux. Si on regarde les différences, les causes maîtresses de maladies chez les femmes, 3 d'entre elles sont liées au cancer, aux maladies cardiaques et aux troubles cérébraux. Et donc, tout ceci forge les disparités. Ce n'est pas parce que nous vivons plus longtemps, ce n'est pas parce que nous avons été enceintes, parce que nous avons passé à travers des ménopauses, c'est pour toutes sortes de raisons que nous avons
une santé qui défaille. Alors, on sait que tout ceci sont des éléments qui affectent les femmes et les hommes, mais nous savons également qu'ils affectent les femmes différemment, et ce, de manière disproportionnée et uniquement. Laissez-moi vous donner des données canadiennes précises. 45 de ceux qui sont affectés par le cancer sont des femmes. Et je suis certaine que certaines personnes dans cette salle ont été affectées par cette maladie de manière directe ou indirecte. Seuls 33 des essais cliniques incluent les femmes. Donc, 45 des femmes sont impactées, or que 33 des femmes sont étudiées dans les essais cliniques, ce qui représente une disparité de 15 à 20 si vous regardez ce qui est étudié à l'instar de la réalité. Si nous regardons les maladies cardiovasculaires, une femme canadienne mourra des maladies de cœur chaque 20 minutes. Alors, du moment où vous êtes arrivé, au moment où j'ai commencé mon discours, 2 femmes sont mortes de maladies cardiovasculaires. 20 des femmes 20 plus que les hommes meurent de maladies cardiaques. Et donc, si elles émergent avec certains symptômes, malheureusement, 80 de ces symptômes ne seront jamais reconnus. Pourquoi? Parce que les signes apparaissent de manière différente dans chaque femme et celles-ci sont finalement ignorées. Si on regarde les maladies neurologiques, les femmes sont impactées 3 à 5 fois plus que les hommes et meurent beaucoup plus de maladies de Parkinson et d'Alzheimer et de démence. Nous avons étudié plus de 650 publications au Forum économique mondial, 80 interventions, 60 maladies qui représentaient plus de 85 de tous les handicaps ou de toutes les causes de maladies. Nous avons identifié 3 causes racines. Bon, excusez-moi, c'est un peu à l'envers, parce que quand je me retourne, les diapos sont à l'inverse. Nous avons identifié 3 causes qui justifient ces disparités. La première, ce sont les données. Et ça aurait été impossible d'avoir une soirée avec vous ce soir sans mentionner les données. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de toutes les conversations que nous tenons. Et ici, les données sont représentées par la boîte rouge. Ici, il y a un manque de données longitudinales et compréhensibles, c'est-à-dire totales, globales. Et donc, nous ne comprenons pas comment changer notre méthode et, ce faisant, nous ne connaissons pas les réponses des femmes. Et donc, il y a une disparité en efficacité, en formation. La médecine nous a apporté de belles interventions. Mais la recherche médicale se concentre, et je suis désolée pour ceux d'entre vous qui sont ici, se concentre beaucoup sur la biologie masculine. Et souvent, ça va être l'homme d'un certain âge qui ne fume pas. Et c'est la même chose pour les diagnostics et pour les traitements. C'est comme ça que sont gérés les essais cliniques. L'efficacité serait nécessaire là où les femmes sont sous-employées, sous-consultées. Et on sait que les femmes répondent différemment. Il y a des différences entre les femmes et les hommes. Combien de personnes ici ont de l'asthme ou ont une mère ou une fille avec de l'asthme? Bon, maintenant, vous avez peur de ce que je vais vous dire. C'est-à-dire comment les femmes expérimentent moins d'efficacité et d'effets secondaires. Elles vivent beaucoup plus d'effets secondaires lorsqu'elles utilisent les pompes. Évidemment, à la pharmacie, on leur dira « utilise vos pompes ». Mais il y a des différences et on n'arrive pas à les identifier. Pourquoi? Parce que nous ne les sondons pas durant les essais cliniques. Et quand on étudie certaines maladies, évidemment, les femmes ont des résultats différents dus à l'anatomie, aux soins qui leur est offert. Et donc, il y a des différences dans ces maladies qui sont présentées à haute fréquence. Il y a des disparités en matière d'adoption, et cette adoption est représentée en gris. Tout ceci est poussé par le statut économique, par l'ethnicité et les lieux géographiques. Nous savons que les femmes dans les communautés rurales, les communautés
autochtones ont moins accès à des services de santé de qualité et en souffrent en conséquence. Chaque humain est unique, chacun d'entre vous est spécial et chacune de vos têtes est différente. Et donc, la manière dont tout ceci se traduit est assez aléatoire. On ne peut pas vraiment prédire la manière dont les choses se solderont, quelles seront les réponses, mais c'est à savoir que chaque personne est différente. Et donc, résoudre ce problème, ou plutôt trouver des solutions à cette opportunité, est plus épineux. Mais lorsqu'on pose des questions quant aux interventions, là, ça se corse. Quelles sont les interventions qui contribuent à ceci au Canada? Alors, nous voyons qu'au Canada, les disparités sont causées par l'innovation. Et tout ceci est dû à cause de toutes sortes de facteurs, les atouts, ceux qui étudient, les personnes qui sont disponibles. Non, nous savons que nous devons en parler de manière pertinente, c'est-à-dire qu'on doit saisir l'auditoire à qui on parle. En regardant ceci, la question se pose, quelle est la conséquence pour le Canada? Eh bien, cette opportunité représente 37 milliards de dollars en matière de croissance économique. 37 milliards de dollars. Et j'aimerais vulgariser les choses. Ce que je peux vous dire, c'est que le secteur agraire et le secteur des pêcheries représentent 37 milliards de dollars. Si nous abordons les problèmes de santé des femmes, nous allons générer les fonds que sont générés par deux secteurs. Plus de la moitié de cette disparité, et bon, c'est très pertinent pour tous ceux qui sont dans la salle ici, affecte les femmes durant leurs années de travail. Alors, il faut faire les choses dès le départ. Et ce n'est pas parce qu'on vit plus longtemps que nous avons du mal à mal vivre à la fin. Non, c'est parce que nous sommes impactés durant nos années de travail. Et c'est là qu'il faut changer les choses pour contribuer à notre économie. Si vous regardez l'impact financier le plus lourd est au Québec et en Ontario. Mais regardez, en Alberta, il y a quand même un haut taux. Il y a une bonne participation du travail. Et donc, comme vous voyez, le PIB est affecté. Nous avons identifié 4 leviers de productivité. Alors, par exemple, parlons de moins de problèmes de santé et moins de décès prématurés. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait avoir une participation accrue et une augmentation de la productivité. Lorsque les femmes sont en santé, elles reviennent sur le marché du travail de manière productive. Alors, nous sommes assez actives. La moitié des années actives, bon, je veux vraiment bien vous le transmettre, 75% des gains de PIB se matérialisent ou se génèrent durant les années actives. La moitié des années additionnelles, donc 75% de gains de PIB, se fait durant ces années actives de travail. Les femmes consistent la majorité des profs, des infirmières et des aidantes, ce qui contribue à la productivité de ceux qu'ils assistent. Facteur numéro 1. Facteur numéro 2. Les femmes approchent la philanthropie de manière différente, à l'instar des hommes. Ils regardent les impacts à long terme, les collaborations communautaires et veulent voir en fait un changement systématique. Plus précisément, si vous regardez les contributions philanthropiques des femmes dans les dernières 20 années, celle-ci s'est accrue par 3 fois. Et pour les hommes, par 2 fois, durant la même période. Alors, les commentaires qui ont été faits par Amy au début sont très pertinents, sont très justes. La question est, avons-nous l'habilité et les capacités de régler cet enjeu? Eh bien, la réponse est oui, à 100%. À McKinsey, nous soutenons, comme Amy a dit, le collectif
Et nous soutenons 5 hôpitaux et nous avons mené cette recherche ensemble. Nous ne sommes pas dans le domaine de la rédaction des rapports. Nous sommes là pour créer des opportunités. L'opportunité présente est de s'engager avec les parties prenantes. Il y a des gens dans cette salle qui travaillent dans le secteur de la santé, des services financiers, du monde des startups, de toutes sortes de milieux. Et chacun d'entre vous représentez des contributeurs importants et vous tissez la communauté ensemble. Vous jouez un rôle. Un pas de recul. Regardons l'image générale. Le Canada fait partie des économies solides en matière d'équité de genre. Le Canada est la 9e économie mondiale. Et le Canada est le 5e pays ayant la pire réputation en matière de santé des femmes. Et on peut faire mieux. Nous avons une grande économie, nous avons fait de grands avancements et donc, conséquemment, nous pouvons faire mieux. Alors, le plan d'action que nous avons créé, dans ce plan d'action, nous avons trouvé 5 piliers pour que les femmes, pour que le Canada soit un leader en matière de santé féminin. Et vraiment, ce qu'on a représenté ici est vraiment une action du talent que l'on a au pays. Ce qu'il faut, c'est vraiment agir, être sensible et être présent. Et on pourra le faire en donnant de manière différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui donnent du temps, de l'argent, il y en a qui offrent leur soutien, d'autres offrent de la recherche. Chacun donne à sa manière. Mais lorsque je vous demande de considérer la manière dont vous donnerez, d'un point de vue informé, savoir que nous sommes en ce moment, nous sommes dans un moment où nous irons au-delà de là. C'est un moment où nous allons au-delà du fait que nous utilisions un homme de 70 ans qui ne fume pas, qui est parfait. C'est-à-dire qu'il faut avoir un autre gabarit, un autre modèle. Nous devons étudier l'accès. Nous devons avoir une éducation qui soit basée sur le genre, l'équité de genre. Si 21 millions de femmes canadiennes vivent, eh bien, la recherche est importante. Si vous connaissez la recherche, ne donnez pas la réponse. Mais qui sait ce qui est investi en matière de recherche par le gouvernement? 5 15 quelqu'un d'autre? 6 à 7 Quelles conditions Quelle condition, en fait, est capable d'aller chercher le plus d'argent, faire de grandes levées? Le cancer du sein. Et oui, le cancer du sein arrive vraiment à aller chercher bien des sous. Savez-vous que le cancer du sein représente la moitié en fonds de ce qui est pris pour le prostate? Alors, nous serons beaucoup plus affectés et nous avons plus de chances de mourir de ce cancer du sein. Et lorsqu'on donne, nous donnons à la santé des femmes. Et en dernière part, nous devons autonomiser chacun dans cette salle. Chacun a une opportunité de jouer un rôle. Et l'idée, c'est d'aider les gens dans leur santé, dans leur parcours de carrière, afin qu'ils réalisent qu'ils ont un plein potentiel à travers la commandite, le soutien, le mentorat. En fait, il y a plein d'opportunités. Mesdames et messieurs, j'ai commencé par demander ce que vous feriez si vous aviez une semaine supplémentaire en bonne santé, seulement une semaine supplémentaire. Qu'est-ce que vous feriez? Imaginez ce que ça voudrait dire pour un pays comme le Canada, ce que ça voudrait dire pour les communautés, pour vous toutes aujourd'hui ici. Merci. Merci, Louisa. Les statistiques qui nous interpellent assez fortement. Donc, je l'écoute tous les jours, mais c'est toujours quelque chose qui est difficile pour moi à digérer.
Je suis toujours complètement stupéfaite d'apprendre, d'entendre ce que nous vivons, ce à quoi nous faisons face dans ce secteur. Il y a là une opportunité énorme et beaucoup d'opportunités dans cette salle aussi. Le panel que je vais présenter sous peu est un rêve que j'ai toujours eu. J'étais la Fondation pour la santé cardiovasculaire pour les femmes il y a environ 2 ans. Et lorsque j'ai vu l'opportunité se présenter de diriger l'Association canadienne pour l'équité en santé des femmes, c'est quelque chose auquel j'ai tout de suite pensé. Donc, c'est un très grand plaisir de présenter le panel aujourd'hui. D'abord, je vais commencer par Hélène Pagano. Elle est vice-présidente exécutive et directrice des employés et de la culture d'entreprise à Sun Life, où elle mène la stratégie en la matière. Elle a plus de 30 ans d'expérience en matière de leadership dans les services financiers, le secteur des ressources naturelles, ainsi que dans l'inclusion des employés et du développement des talents. Merci, Hélène. J'ai aussi eu le plaisir d'entendre Joanne Ryan parler avant et je suis vraiment ravie de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Joanne Ryan est la vice-présidente des services de conseil à la philanthropie à TD Wealth, où elle intègre la philanthropie dans la planification financière et immobilière. Elle a fondé aussi la Private Giving Foundation Canada, le premier fonds faisant l'objet de conseils des donateurs. Intéressant. Alors, un fait intéressant que j'ai appris lorsque j'ai appris le fait que les femmes ont hérité 50% de la richesse de notre pays pas avant 2030, 85%. Était une statistique intéressante. J'ai parlé à leur conseiller financier et les femmes se préoccupent plus d'avoir un impact dans la communauté et dans les endroits où elles investissent leur argent. Donc, je vais parler un petit peu plus de ces perspectives assez fortes et des faits là-dessus. Alors, des faits que j'ai trouvé assez intéressants. Amy Debo est fondatrice de Menovate. Après avoir traversé la ménopause elle-même, elle a lancé cette initiative pour apporter plus d'informations et de soutien aux femmes traversant la ménopause sur le lieu de travail. Applaudissements pour Amy. Amy était l'une de mes collègues à Rogers. Nous avons passé un certain nombre d'années ensemble là-bas. C'était une culture d'entreprise et je vous dis que je n'ai jamais entendu le mot ménopause là-bas avant. Donc, voilà, il n'y avait pas de soutien pour les femmes dans ce domaine disponible. À d'autres égards, c'était une organisation fantastique, mais voilà, les questions préoccupant les femmes n'étaient pas au cœur des discussions. Donc, voilà, Amy aide les entreprises à changer cela dans leur culture. Nous sommes très fiers de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et Erin Griffiths, maintenant, elle est vice-présidente exécutive de Global Wealth Solutions et parraine exécutive à l'initiative pour les femmes de Scotiabank. Ce que j'aime, c'est qu'elle est aussi donc cette parraine exécutive de l'initiative, une défenseur des droits fortes pour l'inclusion et l'avancement des causes des femmes. L'initiative est certainement quelque chose dont elle peut être fière et c'est très admirable. Je pense que c'est quelque chose qui, j'espère, va inspirer beaucoup d'organisations pour mettre en place ce genre de normes au sein de leur service. Alors, veuillez sur ce aussi de nouveau accueillir Louisa Greco, associée principale à McKinsey. Merci. My mic is working. Here we go. Mon micro fonctionne, parfait. Un très beau groupe de femmes, je dois dire. Alors, très bien.
Où voyez-vous le coût économique des besoins en santé des femmes se présenter des besoins qui ne sont pas comblés en termes de participation, de productivité et en termes économiques. Et puis de l'autre côté, où avez-vous de la valeur créée par le fait que ces besoins soient comblés? Oui. Louise nous a déjà présenté une très très bonne présentation sur le sujet, mais je vais essayer d'ajouter à cela. Je vais commencer différemment. Nous avons relevé un certain nombre de défis. Nous avons vu cette opportunité à 37 milliards de dollars avec Louise. Il y a bien sûr la pénalité de la maternité. Vous avez peut-être manqué des promotions, manqué certains aspects d'une carrière ou une carrière, puis ensuite vous recevez la pénalité de la ménopause si vous êtes toujours dans le travail à ce moment-là. Votre maladie, si vous êtes malade, va faire l'objet d'un manque de recherche, un manque de diagnostic clair et d'un manque de personnel de soins spécialisés dans cette maladie-là. Donc, ce que ça crée, c'est que les femmes, souvent, ne peuvent pas rester plus longtemps en activité professionnelle ou aussi longtemps qu'elles le souhaiteraient, ce qui a un impact sur l'économie. Souvent, elles font plus que les hommes en termes d'apport de soins, s'occuper des enfants, ce genre de choses. Donc, nous parlons ici de meilleur soutien en santé, une meilleure flexibilité sur le lieu de travail, de meilleurs ajustements aussi en termes de diagnostic. Et s'il y a des retombées positives à ce niveau-là, c'est quelque chose qui affecte les communautés et les femmes donnent plus. C'est une situation vraiment gagnant-gagnante. Oui. Ami, à vous, si vous voulez, je voudrais entendre votre perspective. Oui, merci. Comme vous l'avez dit, c'est un parcours très personnel. Pour moi, je travaillais en entreprise. J'ai beaucoup souffert lors de la périménopause et de la ménopause. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Beaucoup de médecins ont ignoré mes préoccupations. Ça a pris des années à comprendre ce qui se passait. Alors, je vais parler un petit peu plus spécifiquement de ce qui a trait à la ménopause, mais l'implication financière des femmes au travail lors de la ménopause est énorme. C'est 10%, un chiffre réellement énorme, 10% des femmes en ménopause quittent leur emploi. 20% des femmes, elles, pensent quitter leur emploi. Donc, au total, c'est un chiffre énorme. Bien sûr, les départs doivent être remplacés. Ça a des implications financières. Une femme traversant la ménopause va avoir des questions de productivité qui sont impactées. Dans mon cas, j'avais les 2 épaules qui étaient paralysées. En fait, je prenais beaucoup de congés maladie pour ces problèmes. Et donc, si vous apportez du soutien aux femmes, vous pouvez combattre ces congés maladie et le manque de personnes. Les femmes également se sentent plus incluses et elles se sentent plus partie d'un lieu de travail qui appuie les femmes. Oui, c'est bien dit, Amy. Et pour dire cela en termes économiques, le coût de la ménopause dans l'économie canadienne est de 3,5 milliards de dollars par an. C'est la perte économique qui est représentée par ces femmes en ménopause qui quittent leur emploi. Donc, nous essayons d'aider ces jeunes à accéder au poste de PDG, au poste de cadre d'importance. Et il y a aussi la génération des femmes qui donc doivent se retirer de la main-d'œuvre. Il y a des défis aussi en matière de santé mentale, des défis physiques. Lors de la ménopause, vous êtes fatigué. Une bouffée de chaleur est comme une attaque de panique.
une crise. Vraiment, vous ne savez pas si vous pouvez vous retirer de la salle en plein milieu d'une présentation d'affaires. Mais oui, nous sommes simplement des femmes. C'est ce qui nous arrive. Et donc, voilà, c'est normal. Merci. Alors, je vais passer à la prochaine question. De plus en plus de femmes construisent, gèrent et héritent de la richesse. Cela va au-delà de leur propre vie. Alors, où voyez-vous les plus grandes opportunités et comment est-ce que le capital investi, donné et priorisé, particulièrement dans des domaines comme la santé des femmes? Joanne, je vais commencer avec vous pour cette question. Oui, j'ai un très, très bon emploi, le meilleur au monde. Je pense d'aider les gens à faire des dons en argent. Donc, nous avons réellement occupé un poste de leader en matière de recherche en philanthropie. Nous savons que les femmes prennent des décisions d'investissement plus efficacement que plus différemment des hommes plutôt. Et l'espérance de vie également des femmes est plus longue que celle des hommes. Donc, si un conseiller n'a pas développé de bonnes relations avec les femmes, puis qu'il décède ou prend sa retraite, ça a des implications aussi. Donc, puisque les décisions d'investissement ou de placement étaient différentes de celles des hommes, nous soupçonnions aussi que la gestion de la richesse était différente de celle des hommes. Il y avait des recherches sur le sujet, mais pas des recherches canadiennes. C'était des recherches australiennes et du Royaume-Uni. Alors, souvent, les femmes héritent d'un parent et ensuite, souvent, d'un compagnon ou époux. Donc, lorsque nous travaillons à combler l'écart salarial, il y a aussi une augmentation de l'entrepreneuriat. Il y a un fort but, une forte détermination lorsqu'une femme lance son entreprise. Et les femmes ont vraiment le pouvoir de changer les choses. Il y a 4 piliers en matière de gestion de fonds privés que nous gérons. Construire de la valeur nette, protéger ce qui importe, avoir des stratégies d'impôts efficaces et finalement de laisser une trace, c'est-à-dire une trace caritative. Donc, les femmes n'aiment pas le terme de philanthropie. Elles pensent qu'il s'agit de donner des milliards de dollars et puis ensuite d'avoir un immeuble nommé à votre nom. Mais c'est vraiment quelque chose qui représente quelque chose pour le bien commun, donné pour la durée, avoir un engagement à faire changer les choses sur la durée. Les femmes peuvent devenir très stratégiques en matière de dons. Nous travaillons avec les femmes pour développer un plan philanthropique qui reflète leurs valeurs. Nous faisons des exercices pour décider, déterminer ce qui est important et ce qui est l'impact souhaité sur la communauté et ainsi de suite. Lorsque vous développez un plan philanthropique, toutes les organisations caritatives au Canada frappent à votre porte et vous demandent des fonds. Il est impossible d'appuyer toutes les organisations que vous souhaiteriez. Donc, il faut être stratégique. Vous devez choisir là où votre argent aura le plus d'impact. Donc, les femmes se réunissent, elles participent à des cercles de donateurs au sein d'organisations caritatives et nous encourageons les femmes à réfléchir de façon stratégique. Une conseillère m'a contactée il y a 2 semaines, je ne la connaissais pas, mais elle m'a dit « J'ai besoin de votre aide, c'est personnel ». Un conseiller financier personnel à TD, qui est un homme, ne veut pas m'aider, ne m'aide pas suffisamment avec mes objectifs philanthropiques. Voilà, et c'est une question très importante. Et lui n'était pas intéressé par la philanthropie, ce qui est intéressant souvent pour les femmes. Donc, nous devons nous assurer que les conseillers financiers comprennent les avantages financiers des dons. Les gens donnent pour beaucoup de très bonnes raisons et nous devons bien sûr investir en santé des femmes. Donc, nous éduquons nos clients sur les avantages financiers des dons
et des gains en matière de capital. Et donc, plus vous donnez, plus vous avez un fort impact et de bonnes retombées. Comme nous disions, les femmes peuvent réellement être les fers de lance du changement. J'admire beaucoup l'initiative de l'Association canadienne pour l'équité en santé des femmes et sa PDG, car comme on l'a bien expliqué, il y a un effet boule de neige des investissements et initiatives menées par les femmes. Erin, pouvez-vous nous parler de l'initiative de Nouvelle-Écosse pour les femmes? Pouvez-vous nous expliquer comment vous expliquez aux jeunes et aux femmes la littératie financière pour qu'ils puissent devenir les versions d'eux-mêmes les plus réussies possibles? Oui, merci. Nous avons commencé cette initiative il y a quelques années. Ça a commencé en matière de banque commerciale, s'assurer que les personnes avaient accès aux fonds nécessaires pour financer leurs entreprises, notamment les femmes entrepreneurs. Ce dont la banque s'est aperçue, c'est qu'il y avait plus de besoins pour les femmes dans l'ensemble. Il fallait des formations visant à aider celles qui souhaitaient rejoindre les conseils exécutifs, des formations pour les clients, des formations pour aider les femmes à construire leur carrière, et des formations en matière de gestion des fonds. Et donc, nous avons formé des conseillères là-dessus. Nous leur avons demandé quelles étaient les conversations qu'elles souhaitaient avoir. Mais les résultats étaient notamment les défis en matière de conciliation de la vie personnelle et vie privée, par exemple, d'élever des enfants. Je ne veux pas me tromper dans les statistiques ici. Alors, nous avons aidé plus de 1400 conseillères, nous avons aidé 49 000 entrepreneurs, femmes, et nous avons aidé 7000 clients avec des transitions d'entreprise. Nous avons aidé 25 femmes à accéder à des conseils exécutifs. C'est une mesure très importante aussi du succès qui a renvoyé son ami ou quelqu'un qu'elle connaissait. Nous avons eu de très bons résultats là-dessus et nous avons gagné 10 points en matière de résultats avec les clientes femmes. C'est fascinant, oui, et c'est un modèle d'affaires exemplaire. Cela représente la croissance de l'économie, la croissance de la population et ça a énormément d'impact positif. Nous allons nous tourner vers ce qui fonctionne dans la pratique. Cette question peut être destinée à n'importe laquelle d'entre vous. Je sais que vous connaissez très bien le sujet à travers différents aspects. Alors, quel changement avez-vous vu se produire pour les femmes en pratique? Qu'est-ce qui se présente bien en matière de changement en politique, comportement, conseil financier, accès aux soins et comment est-ce que ça se présente à tous les jours? Oui, je peux commencer. Il y a énormément de choses, énormément de changements. Et la première chose, d'ailleurs, c'est de commencer à parler de ces sujets, amener la conversation sur le lieu de travail. Lorsque j'ai commencé à parler de cela, des personnes et des autres organisations me demandaient « Mais comment est-ce que vous avez réussi à lancer la discussion ?» Je l'ai fait, tout simplement. Il y avait suffisamment de demandes pour pouvoir poursuivre cette conversation aussi. Vous voyez de l'évidence fondée sur les preuves qui montrent que des données fondées sur les preuves qui montrent que les personnes veulent continuer à poursuivre ces conversations dans le lieu de travail. Le besoin aussi d'amélioration des soins. Les femmes qui veulent pouvoir prendre du temps de congé pour être des aidantes.
les organisations qui peuvent se montrer plus flexibles en matière de prestations financières, d'aide ou d'octroi des congés, qui peuvent penser couvrir peut-être les thérapies de remplacement d'hormones. Donc, beaucoup de sujets. Aider aussi les gens à naviguer l'information disponible dans le domaine public, information crédible, énormément de choses. Je vais m'arrêter là car il y a énormément d'aspects qui entrent en jeu. Et la réponse en termes d'attirance des talents, de la rétention des talents, de conservation de la main-d'œuvre sur le lieu de travail et s'assurer qu'elle reste mobilisée, c'est un cas d'étude prouvé. Donc, faites-le. Oui, je vais ajouter à cela. Donc, je me rends dans les organisations et je discute des sujets de la périménopause et de la ménopause. Et pour la première fois, c'est souvent la première fois que les personnes entendent cette conversation ou ce mot. Mais une fois que la discussion est lancée, il y a beaucoup d'alimentation. Et les entreprises se demandent parfois combien de personnes vont participer à une discussion. Et il y a toujours 20, 30, même des centaines de personnes qui se présentent. Donc, non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Alors, je dirais qu'il faut pouvoir éduquer, créer des opportunités d'éducation, faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise de discuter. C'est important d'avoir aussi un porte-parole, une personne des ressources humaines qui soit prête à appuyer ce genre d'initiative. Encore une fois, lorsque moi j'ai traversé cette expérience, je ne savais pas ce qu'il m'arrivait. Mais les hommes dans le domaine des ressources humaines ont des épouses et ils sont des employés féminines. Ils veulent en savoir plus. Et souvent, ce sont eux qui nous envoient un courriel après une discussion pour dire « je veux en savoir plus ». Donc, il est question d'éducation, question de rompre le stigmate. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour aider quelqu'un à traverser la transition. Ça peut être déplacer une personne pour ne pas qu'elle soit assise près d'une fenêtre pour avoir trop chaud, qui fait qu'elle a trop chaud. Et ça peut aussi être le fait de s'appuyer sur des notes à cause de la confusion dans l'esprit. Et donc, voilà, voir comment nous pouvons créer des ajustements à différents niveaux qui vont nous aider dans la vie quotidienne. Oui, je crois que dans la perspective des clients aussi, nous avons élaboré des règles pour les employés en contact avec les clients pour aider à cette situation. Nous ne travaillons pas toujours à l'étude du fait que les gens maintenant vivent plus longtemps. Pour ceux qui vivent plus longtemps, qui doivent donc être stables financièrement plus longtemps, dont les enfants vont s'installer au sous-sol de la maison, car et voilà, ensuite, cela pose des problèmes dans la famille. Donc, les personnes souvent veulent vieillir en place. Les soins reviennent à la femme, souvent, ou à l'épouse. Ça a des implications en termes de bien-être, en termes de santé physique, de santé mentale. Donc, nous avons beaucoup travaillé énormément pour que nos clients puissent avoir un plan financier en place solide, un plan immobilier aussi solide. C'est choquant de voir que plus de 40% des clients à qui nous parlons n'ont pas cela. Donc, assurez-vous, non pas de proxy, mis en place. Donc, assurez-vous d'avoir ce proxy ou procuration mis en place. Donc, voilà, dans la prochaine phase de la vie, votre santé mentale, votre santé physique, mais aussi votre sentiment d'identité. Vos objectifs lorsque vous prenez votre retraite, vous n'êtes plus ce professeur, cette professeure ou cette professionnelle à succès. Donc, voilà, et quel est l'objectif de notre vie qui évolue, et nous devons discuter avec nos partenaires pour répondre à cela au sein des institutions de façon plus efficace. Oui, ce que j'ajouterais là-dessus, Amy, c'est aussi il faut faire un suivi des données. Nous ne pouvons pas avoir une conversation en 2026 sans parler des données. Donc, nous devons nous assurer que les gens comprennent, mais aussi qu'ils prennent en compte les données. Utilisez vos données. Si les données
ne sont pas accessibles ou réellement disponibles sans pénalité, eh bien, les gens ne peuvent pas accéder et comprendre. Donc, examinez vos données et faites les ajustements nécessaires. Oui, merci, Elena. Alors, comment aidez-vous les dirigeants masculins au sein des organisations à se sentir plus à l'aise de soutenir des subalternes féminines qui ont besoin voilà, de soutien et comment est-ce qu'elles soient plus écoutées. Oui, c'était un beau résultat, le fait d'ouvrir cette conversation concernant la santé des femmes sur le lieu de travail. Et il y a des employés masculins qui sont venus me voir, qui m'ont dit c'est utile de comprendre, je comprends mieux ce qui se passe chez moi, ou ça va m'aider à gérer mon équipe, ou bien je suis un homme jeune avec une épouse jeune aussi, et maintenant je comprends mieux. Donc voilà, c'est utile d'avoir accès à cette information. Il s'agit de formation de vos dirigeants pour qu'ils soient bons en leadership. Il faut reconnaître lorsque quelqu'un n'apporte pas son meilleur au travail et comment faire pour appuyer cette personne. Vous n'allez pas diagnostiquer ses problèmes, vous n'allez pas lui apporter du soutien médical, mais vous pouvez être un dirigeant qui appuie quelqu'un au niveau émotionnel. Vous ne pouvez pas dire non, je ne veux pas utiliser le mot qui commence par M ou je ne veux pas utiliser le mot des règles. Voilà. Si j'utilise ce mot, je vais mourir. Donc, voilà. Former les hommes à être de meilleurs alliés et défenseurs pour qu'ils puissent être efficaces dans leur rôle. Oui, je crois que c'est intéressant et ça se traduit aussi dans d'autres secteurs, par exemple les enseignants. Je dis cela souvent. Je suis ici parce que j'ai une fille de 15 ans et je ne veux pas que son parcours de santé soit le même que mon parcours de santé. Je ne veux pas son parcours professionnel, que son parcours professionnel soit le même que le mien et qu'elle ait à gérer certaines choses que j'ai dû gérer, des difficultés. Donc, il est bon aussi que les enseignants soient sensibles au fait que les filles ont leurs règles et qu'elles ont peut-être besoin certaines fois de se retirer. Elles ont leurs hormones qui leur jouent dessus des fois. Maintenant, les petites filles ont leurs règles à 9 ans. Donc, ce parcours hormonal commence à l'âge de 9 ans et il passe de la menstruation à la fertilité, à la ménopause, à la périménopause, à la ménopause et au-delà. Donc, c'est un parcours qui se poursuit. Nous avons des hormones stables pendant à peu près 10 ans de notre vie et c'est les 10 premières années de notre vie. En fait, après cela, c'est fini, nous sommes fichus. Donc, voilà. Et il faut se rappeler aussi que la ménopause représente plus de la moitié de notre vie. Plus de la moitié, parce que lorsque vous y réfléchissez, vous commencez à avoir des symptômes de périménopause à 37 ans. Après ça, vous avez la post-ménopause aussi, et c'est un autre changement. Et donc, il y a tout ce parcours qui commence à l'âge de 9 ans jusqu'à 99 ans lié aux hormones. Pardon, c'était une digression ici. Donc, Joanne, parlez-nous de planification financière. Qu'est-ce qui se passe bien? Que vous disent vos recherches? Qu'est-ce que les femmes apprennent de vous? Comment pouvons-nous apprendre mieux de vous? Women do a lot more due diligence than men, and they do that in terms of hiring an investment advisor as well as doing the due diligence on the charitable organization. So it actually takes longer to get a major gift from a woman. Alors, ça prend du temps d'avoir un cadeau des femmes. Et ce qui est très important pour les femmes, ce sont les relations. En matière de relations avec les autres femmes, avec les œuvres de charité, comme celles qui sont avec nous. Il faut savoir que les femmes veulent se connecter avec les parties prenantes, les donateurs, les membres des comités. Et donc, beaucoup d'œuvres de charité vont faire des cercles de partage où les femmes pourront collaborer, discuter et participer à une aventure de formation et où elles peuvent exprimer ce dont elles ont besoin comme soutien. Elles veulent vraiment lier et créer des liens. Elles veulent aller au-delà du cocktail dînatoire. Elles veulent parler, échanger et prendre des décisions. Et une autre chose que les femmes aiment beaucoup, c'est la collaboration. Avec 86 000 œuvres de charité au Canada, à savoir que beaucoup d'entre elles se font compétition.
Et nous avons une femme qui est arrivée très tôt dans notre recherche et qui a partagé qu'elle pensait que les organisations A travaillaient avec les organisations B, que 1 plus 1 est égal à 2. Et bon, elle a monté une proposition, a offert un don assez lourd, et puis elle a dit, bon, arrangez-vous avec le reste. Et c'est intéressant de voir qu'on a un collectif de femmes qui se tient parce que on travaille avec des hôpitaux, on travaille collectivement sur des recherches, à savoir que les femmes aiment beaucoup cet aspect. Aujourd'hui, je faisais un tour à CAMH et elle discutait de ce qu'elle faisait avec l'Université collégiale des femmes, ce qu'elle faisait avec le QHN. Et c'est comme ça que ça devrait être pour pouvoir obtenir ces cadeaux, ces dons. Alors, les plans financiers sont importants, ils sont clés parce qu'on dit toujours que les choses les plus importantes pour nos clients, c'est de s'assurer qu'ils aient assez pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et donc, lorsque vous établissez un plan financier, souvent, c'est un parent qui se retrouve avec un argent qui, bon, ces entreprises, ou plutôt ces œuvres de charité, se retrouvent avec énormément d'argent, donc il faut falloir qu'elles déterminent ce qu'il faut faire avec cet argent. À savoir aussi que les individus ne laissent pas toujours leur héritage à leurs enfants, comme Warren Buffett qui dit ne donnez pas tout à votre enfant, essayez de faire autre chose avec, et il y en a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Et donc, c'est une manière pour eux de partager leur héritage. Ce faisant, il faut que les gens aient un plan financier pertinent. Il faut que les gens voient qu'ils auront plus d'argent que ce qu'ils dépenseront dans leur vie et qu'il faut qu'ils fassent une différence. Les femmes savent qu'il faut vraiment se retrousser les manches et faire face à certains enjeux lorsque la ménopause surgit. Et on avait une femme et une maman qui travaillaient ensemble. Ils étaient 3 enfants, mais une seule femme qui travaillaient ensemble. Et ils finançaient ce collège universitaire, ce collège de femmes, et ils finançaient des recherches sur la ménopause parce qu'il y avait tellement de mésinformations à ce sujet. Et donc, ce sera vraiment une recherche interactive, intéressante, emballante. Et on est vraiment super emballé à l'idée de lancer cette recherche à travers la Banque TD et à travers nos autres parties prenantes. Et donc, les programmes financiers sont importants. C'est une base qui vous démontre que vous avez assez ou que vous avez plus et vous pourrez comprendre après quelles seront vos actions philanthropiques. Alors, pour faire un petit pivot, les entreprises sont en train de font des efforts, mais évidemment, ce n'est pas assez. Que faudrait-il faire pour améliorer les choses? Alors, il y a une chose à faire. Il faudrait que les lieux de travail établissent des partenariats. Par exemple, avec le collectif des femmes canadiens. Et cet événement de ce soir est un exemple criant. Et je ne le dis pas seulement parce qu'on est rassemblés. Non, parce que le partenariat représente une opportunité formidable où plusieurs personnes sont rassemblées, plusieurs entités. Et ce faisant, nous pouvons créer des partenariats. Et je pense que c'est une grande puissance. Le second élément est la participation. Et je dirais, je prendrai une opportunité pour dire que pour chacun d'entre vous qui est intéressé à participer dans nos conversations, merci. Vous n'êtes pas seulement ici de manière anodine, vous nous aidez à faire démarrer les choses. Et je crois que c'est ce qu'il faut vraiment souligner, la participation et l'engagement. Qui veut parler? Bon, on se regarde tout à savoir qui c'est qui va parler. Erin? Non. Je crois que c'est une réponse qui est à 100% pertinente. Et je dirais aussi que la portion de la communication est aussi importante. Il faut continuer à être transparent, transmettre notre message. Une des choses que je n'ai pas aimé de la pandémie, c'était d'être à la maison. Mais la chose qui était vraiment intéressante, c'était d'être sur Zoom et de voir, en fait, de voir les gens dans leur élément, de les voir chez eux. Si on veut, la caméra nous donnait un petit aperçu de leur vie. Alors, ça nous a permis d'être un peu plus empathiques. Nous avons aussi pu bien tenir nos conversations, ou plutôt les garder en haleine. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu transmettre le message. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire, continuer à communiquer. Quelqu'un d'autre? Last question. Dernière question. Mesdames, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et où voyez-vous
un rôle ou plutôt une opportunité pour que des femmes comme celles d'aujourd'hui qui sont rassemblées devant nous puissent jouer un rôle. Moi, j'aime bien les fonds de, dons de ça s'appelle un DAF. Donc, le DAF vous permet d'établir votre propre fondation. J'ai apporté la proposition à la Banque TD en 2003 afin que nous soyons la première institution et nous avons lancé cette fondation en octobre de 2004. Bon, ça a été très difficile à vendre. Pourquoi? Parce qu'en 2003-2004, la philanthropie semblait être quelque chose d'assez anodin. Or, aujourd'hui, personne ne me tiendrait tête quant à l'importance de la philanthropie pour nos particuliers fortunés. Notre DAF minimal est de 10 000 $. Alors, évidemment, c'est accessible un petit peu à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de millions de dollars qui étaient requis avant pour pouvoir avoir votre propre fondation. Et c'est le véhicule qui croît le plus rapidement au Canada. Alors, l'automne dernier, nous avons vraiment franchi des étapes clés où nous avons surpassé 2 milliards de dollars. Et cette année, nous avons aussi franchi un autre pas important, c'est que nous avons pu donner 1 milliard de dollars à notre fondation depuis son établissement. Et ceci a été prouvé à travers des recherches que si vous êtes un donateur à une charité et que vous montez un DAF, votre soutien à la charité doublera et triplera parce que vous la targuez d'une structure. Et ça donne beaucoup d'espoir. Savoir que ces dons sont maintenant mesurés. Nous avons des données concrètes parce que nous avons toute l'information que nous avons avec le CRA. Vous posez toutes sortes de questions. Et en ce moment, ça explose et il y a de grandes opportunités qui se présentent aux femmes et aux hommes afin qu'ils puissent générer du changement, et ce, de manière simple. Donc, c'est des nouvelles assez emballantes. Je pense que c'est vraiment, ça représente un bon taux d'argent. Donc, je pense qu'il va falloir continuer une conversation ensemble après. Alors, je vois beaucoup d'espoir dans ce sujet de la ménopause, périménopause. Nous voyons sur les réseaux sociaux que les célébrités en parlent. Or, il nous faut faire beaucoup de chemin au Canada et aux États-Unis. Et nous, il va falloir qu'on en fasse plus, mais j'ai espoir parce que je vois des compagnies être de plus en plus intéressées en ce sujet. Et j'aimerais que ça se traduise en loi, en soutien pour les femmes. En Angleterre, jusqu'en 2027, chaque compagnie devra se targuer de politiques vouées à la ménopause. Et donc, j'espère qu'ici en Amérique du Nord, nous pourrons avoir des lois similaires. Comme vous, j'ai une fille et j'espère que le travail qu'on fait pourra en fait générer un changement pour elle et qu'elles ne seront pas surprises par ce qu'il se trame. Mais je dirais plutôt qu'il n'y a pas de temps en particulier, c'est-à-dire qu'on peut changer son style de vie. J'ai tout changé chez moi et je me sens tellement mieux, je me sens plus forte et je me sens beaucoup plus en santé que lorsque j'étais dans la vingtaine. Et donc, ça ne doit pas être un temps difficile. C'est peut-être vraiment un beau temps, une belle période pour vous et une belle période dans votre carrière également. Alors, l'employé et l'employeur peuvent vraiment tirer bénéfice d'une discussion quant à la ménopause. Pourquoi? Parce que c'est une situation gagnante pour les deux parties. Je voudrais revenir aux commentaires qui ont été émis plus tôt. Quand on parlait du contrôle un petit peu de l'économie par les femmes, et on parlait du fait que les femmes n'ont pas un plan financier, que la moitié d'entre elles ne l'ont pas. Et c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un document vivant et évolutif. Ce plan financier devrait être adapté au gré des changements dans vos vies. Et donc, vous devez vraiment prendre le temps d'avoir un plan financier, d'avoir un testament et d'avoir vos avocats bien nommés. Et donc, de tenir ces conversations avec vos conseillers sont très importants. Elena, ce qui me donne de l'espoir, c'est vraiment cette conversation. Cette conversation aura des effets collatéraux. Je le vois au travail. J'ai déjà parlé de la santé avec des femmes et je vois qu'il y a une demande vraiment des employés. C'est une conversation qui se tient à tout moment. Et je parle à plein de gens dans le monde et je vois la réponse. Il y a vraiment une opportunité à saisir. Pourquoi? Parce qu'elle répond à un besoin. Il faut que ce sujet soit vivant, il soit dans le public. Il faut
que les femmes puissent s'épanouir à leur emploi, se sentir bien. Et tout ceci est très gratifiant et ça me donne beaucoup d'espoir. Est-ce que je peux prendre la dernière, Émilie? Oui. Alors, j'aimerais remercier ce panel plus extraordinaire. Ça a vraiment été une belle expérience que d'être avec vous. Thank you for sharing your time. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous, d'avoir été généreuse. Et merci de parler avec autant d'authenticité de vos expériences et de vos actions. Cela a rendu la soirée encore plus agréable. Je sais que vous auriez pu faire autre chose et donc je vous remercie du temps passé avec nous. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé. Merci aux hommes qui ont toléré mes commentaires sur les hommes fumeurs de 70 ans. Merci à vous qui êtes présents. Merci d'être des amis, des alliés, de faire partie de la communauté. Merci d'avoir assez de soins, assez de soins pour étudier ces opportunités à travers la lentille de la santé des femmes. Je vous invite et je vous implore à participer de manière pertinente pour vous. Ce peut être en temps, en amitié, en commandite, en argent. Toutes formes sont accueillies, mais je veux que vous fassiez partie de notre solution. We do have snacks here. Did you turn off the lights on purpose? Ouais, on a des collations. Est-ce que vous avez éteint les lumières par exprès? Alors, nous avons des petites collations ici et nous avons aussi des fleurs et un livre pour chacun de nos panélistes. Merci infiniment. Donc, vraiment, avant de partir, Yeah. We did want to open it up to the audience. alors nous voulions ouvrir le plancher à l'auditoire pour des questions. Alors, on a quand même du temps. Me hopeful. I would echo a lot of what Louisa just said. Moi, si on me demande ce qui m'empreint d'espoir, je peux vous dire que ce qui m'empreint d'espoir, c'est de voir des femmes qui sont prêtes à partager leurs pratiques, leurs connaissances et ce qui fonctionne. Et ce qui me donne encore plus d'espoir, c'est de savoir qu'il y a des changements qui sont faits à travers la philanthropie, à travers les investissements financiers, à travers les gens, la culture et à travers tous les aspects de ce dont on a parlé ce soir. Et c'est les changements qui sont nécessaires. Et d'avoir les données que McKinsey a partagées avec nous ce soir nous a vraiment permis d'aller débloquer des opportunités pour notre collectif, permettant de parler avec le gouvernement pour obtenir le financement nécessaire. Les statistiques que l'on dit plus tôt, 77% du financement de la recherche va vers les femmes. Et si pourtant on enlève l'oncologie, ce chiffre baisse à 3%. Et ça, c'est sujet à changement. Je dis toujours que c'est quand même assez honteux qu'il faille quantifier la santé des femmes pour voir les opportunités, mais saisissez l'opportunité, essayez de tirer parti de ce qui se présente devant vous pour renforcer notre pays, pour renforcer la santé des femmes et démontrer au gouvernement que la santé des femmes est bénéfique pour tous les pays, pour le monde. Nous sommes trop loin en arrière. C'est un chiffre qui est assez percutant, mais ici, il y a des opportunités pour améliorer les choses. Les autres pays qui le font, ils sont en meilleur état, c'est l'Union européenne, la Scandinavie et l'Australie. Alors, nous sommes en train de passer proposition de loi qui serait proposée au gouvernement et ce serait le premier pays qui aurait un cadre de travail national. Nous avons vu du progrès, ça avance. En ce moment, c'est présenté pour le deuxième débat au Sénat et ce sera présenté au Parlement en septembre. Ce qui veut dire que les chances de réussite d'adoption sera garantie par l'éducation et la communication à travers le pays. Et ceci assurera notre santé et notre croissance et la croissance du pays. Merci de nous avoir écoutés. Avant de donner nos fleurs, j'aimerais en fait vraiment ouvrir le plancher pour toute question qui surgit. One from our online audience. Alors, nous avons pris des questions de l'auditoire virtuel. I will ask it on their behalf. Je vais poser la question pour eux. What can allies and advocates of women do to support the women in our lives? Les alliés des femmes peuvent faire de leur côté pour vraiment améliorer ce parcours de santé.
Je vais commencer. Il s'agit de s'informer autant que possible. Si vous ne pouvez pas vous informer, eh bien, au moins soyez empathique, car vous n'avez pas à résoudre le problème, vous n'avez pas à le diagnostiquer, mais vous pouvez montrer votre soutien. Et rien que ça, c'est surprenant. Nous avons entendu des exemples de femmes qui n'étaient pas écoutées concernant leurs problèmes de santé. On leur disait, ça n'est rien, tout va bien. Donc voilà, je crois le fait d'être ouvert, d'écouter et d'avoir de l'empathie et de s'informer autant que possible. Merci. Un très beau panel, merci beaucoup. Ma question va être dirigée vers Joanne, mais peut-être que d'autres souhaiteront répondre aussi. Lorsque nous pensons à une façon d'investir ou d'offrir des décisions philanthropiques, est-ce que nous éduquons les femmes en termes de l'importance de la santé dans cet espace, un pilier clé dans cet espace? Bonne question, oui. En effet, nous travaillons avec nos clients pour le développement d'un plan philanthropique qui reflète leurs valeurs. Nous ne dictons pas quoi faire, ce que les femmes devraient appuyer, mais nous procédons à un exercice assez long où il y a environ 50 valeurs. Si vous deviez choisir vos 10 valeurs principales, quelles seraient-elles? Puis ensuite, vos 3 valeurs principales, quelles seraient-elles? Et donc, nous choisissons vraiment une cause précise. Et nous avons tout ce parcours pour déterminer quelles sont les options potentielles. Donc, j'ai parlé du projet concernant la ménopause. Il peut être très apparent que une mère et une fille vont être intéressées dans des placements liés à la santé ou des financements liés à la santé. Nous avons rencontré nos partenaires, nos amis au Women's College Hospital, dans la fondation, et nous avons procédé à différents débats et discussions. Nous voulons travailler avec les clients pour les aider à déterminer là où ils veulent allouer leur argent. Les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, c'est pour cela que nous organisons des visites de sites, des événements. Même nous accueillons beaucoup d'événements d'information sur les femmes en philanthropie. Tout cela pour que chacun puisse partager son parcours. Donc, voilà, nous espérons que cela résonne avec quelqu'un, que le client ou la cliente ou donateur, donatrice puisse prendre des décisions informées. Oui, merci Daniel. Alors, il y a des fleurs qui entravent notre chemin entre cette plateforme ici et le bar. Donc, merci beaucoup. Nous allons distribuer ces fleurs. Merci beaucoup. Merci infiniment. Servez-vous. Vous pouvez maintenant aller réseauter et discuter. Merci d'être avec nous.